Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc maintenant, on va se poser la question, peut-on relier le spin et le comportement statistique que nous avons décrit? On a dit que les électrons de spin 1,5 sont des fermions. On a dit aussi que les photons, pour la lumière, sont de spin 1 et sont des bosons. Y a-t-il un lien entre le spin 1,5 fermion, 1 et boson? La réponse est oui. En utilisant la mécanique quantique et, peut-être un peu étonnant, la relativité, on peut démontrer que les particules de spin demi-entier, 1,5, 3,5, etc., doivent être des fermions. Et que les particules de spin entier, 0, 1, 2, etc., doivent être des bosons. C'est le théorème spin statistique. Les fermions ont des états antisymétriques, ce qui signifie que lorsque l'on échange les deux particules, lorsqu'on les permute, on a un changement de signe. Et cela ressemble fort au comportement des particules de spin 1,5 dont l'état change de signe lorsqu'on leur fait subir une rotation de 360 degrés. Et on pourrait alors en intuiter que c'est lié. En fait, c'est pas si simple. Le lien semble évident, mais ce raisonnement est superficiel et même faux. En effet, une permutation de deux particules, ça équivaut à une rotation de 180 degrés et pas de 360 degrés. Et si l'on effectue deux permutations, on a deux changements de signe, donc plus de changements de signe. Et de fait, une paire de particules de spin 1,5 forme ensemble un système de spin 0 ou 1. Ça résulte des règles de combinaison des spins qui ici s'additionnent ou se soustraient de manière assez simple. Et donc, la paire se comporte comme un boson, d'où pas de changement de signe avec une double permutation de 360 degrés. C'est comme pour les paires de Cooper que nous avions évoquées pour la supraconductivité. Ce lien entre le spin 1,5 et les combinaisons antisymétriques n'est pas du tout trivial. Et la démonstration est difficile, elle est assez longue, et elle est fort abstraite. Elle traduit un lien entre mécanique quantique et relativité, entre spin et symétrie, qui reste difficile à décrypter, ou en tout cas à vulgariser. Même Feynman, qui était un pédagogue de génie et un très bon vulgarisateur, a renoncé à donner une description vulgarisée de la raison de ce lien. Ici, on va essayer de donner, non pas une explication suffisamment précise que pour être compréhensible, on va donner une idée de l'approche, ou en tout cas d'une approche, au moins dans les grandes lignes, le principe. On part, dans la démonstration, des postulats qui fondent la mécanique quantique, les états qui forment un espace particulier dit de Hilbert, etc. Il y a une série de postulats très précis. Et on part des postulats de la relativité restreinte d'Einstein, avec le principe de relativité, l'invariance de la vitesse de la lumière dans le vide. Et on rajoute un postulat qui dit que tout état d'une particule doit avoir une énergie positive. En effet, en relativité, il existe une échelle naturelle de l'énergie, dont le minimum est donné par le fameux E égale mc carré. Où m est la masse de la particule, une quantité toujours positive, par construction, et c est la vitesse de la lumière dans le vide. Et donc, cette quantité est toujours positive ou nulle. Nulle si la masse est nulle.
En réalité, cette relation n'est pas complète. La relation complète est, je vais vous l'écrire, E carré, donc O carré, M carré, C 4, plus P carré, C carré. Alors peu importe le détail de ça, hein. Ici on ne fait pas de la relativité. Ce qui compte, c'est que l'énergie ici est au carré. Donc, quoi que E soit positif ou négatif, on a toujours une valeur positive. Et donc, l'échelle d'énergie possible, avec le 0 ici, c'est mc carré moins mc carré, et on peut avoir toutes les valeurs positives ici et toutes les valeurs négatives ici. En physique classique, ça ne pose pas de difficulté, parce qu'on rend compte que les quantités positives, on vérifie très facilement que si on a des systèmes avec des énergies positives, quoi qu'il leur arrive, échange d'énergie, tout ce qu'on veut, on reste toujours avec des quantités positives. Ceci dû essentiellement au gap et au zéro. En mécanique quantique, ce n'est plus le cas. La théorie de Dirac, théorie relativiste des électrons, montre que l'on a des états d'énergie négative. Mais en fait, on montre aussi qu'ils correspondent à l'antimatière. L'antimatière, c'est rien de mystérieux, c'est la même chose que la matière, mais avec toutes les charges inversées. Par exemple, les électrons ont une charge électrique négative, et les positrons, ou anti-électrons, l'antimatière, les positrons ont une charge électrique positive. C'est la seule différence, hein. Il y a un changement de signe des charges. Et après une opération un peu technique de symétrie, pour l'antimatière, on retrouve des états normaux, hein, on peut dire entre guillemets, toujours d'énergie positive. Donc après une certaine opération de la théorie, on se retrouve avec uniquement des états d'énergie positive pour les particules et les antiparticules. Et donc au final, il ne doit rester que des états d'énergie positive. Et c'est plausible, parce que si il pouvait y avoir des états d'énergie négative, la particule pourrait descendre dans ces états. Elle pourrait changer d'état de plus en plus négatif en émettant continuellement et indéfiniment du rayonnement et en plongeant vers les abîmes des états d'énergie très négatifs. Et cela conduit en fait à une matière qui n'est plus stable. Plus rien ne peut être stable, parce que tout peut s'effondrer dans les états d'énergie négative. La matière ne serait plus stable, ce qui n'est évidemment pas constaté. La matière est bien stable, il n'y a donc que des états d'énergie positive. Ensuite, quand on quantifie un système physique, donc on part, parfois, pas toujours possible, mais on part d'un système classique, et la procédure de quantification consiste à prendre les variables, vitesse, position, énergie, etc., et à les remplacer par des opérateurs, donc des objets mathématiques qui agissent sur les états quantiques. Et un outil qui est issu en fait de la mécanique analytique, c'est un outil mathématique, essentiellement mathématique, mais aussi très utile pour résoudre des systèmes de mécanique, même classiques. La mécanique analytique permet de déterminer des paires de variables qui sont dites conjuguées. C'est le cas, par exemple, de la position et de l'impulsion, X et P. Et on impose, dans la procédure de quantification, qui n'a pas été pondue au hasard, hein, elle a été élaborée de manière très précise à partir des théories classiques et des comportements quantiques. Donc ça ne se fait pas du tout au hasard. On impose que le commutateur des variables conjuguées, par exemple x et p, qui s'écrit comme ça, équivaut simplement xp moins px, et on impose qu'il soit égal à i fois h bar. H bar, on l'a déjà rencontré, la constante de Planck divisée par 2pi, et i, c'est un nombre complexe, c'est l'unité imaginaire. Évidemment, pour des variables classiques, qui sont des nombres normaux, xp
x fois p moins p fois x, ça fait 0. Mais les opérateurs, eux, ne commutent pas nécessairement. Et la soustraction des deux produits peut donner une valeur différente de 0. Et cela suffit. Cela suffit à résoudre les systèmes quantiques. Et même si on ne parle pas de système classique, cette relation reste valable. Il y a une autre possibilité. On montre que il y a une autre possibilité, il y a deux possibilités dans la méthode de quantification. On peut partir des anticommutateurs qui s'écrivent XP, avec des accolades, on peut aussi le noter ici avec un plus. Et c'est égal à XP plus PX, égale IH bar. Évidemment, ce n'est pas les deux à la fois. C'est soit on prend cette méthode-là, soit on prend cette méthode-là. Les deux sont valables dans la construction de la mécanique quantique. On vérifie assez facilement que si l'on choisit cette méthode-là, cela conduit à des états symétriques pour des paires de particules et donc à des bosons. Et que si on choisit cette méthode-là, on vérifie que cela conduit à des états antisymétriques, donc à des fermions. Alors, plus compliqué, une fois qu'on a obtenu la méthode de quantification, on décrit les équations qui décrivent les états des particules, on peut calculer les valeurs possibles pour l'énergie. En fait, l'opérateur correspondant, j'avais déjà évoqué, s'appelle l'hamiltonien, et techniquement, ça s'appelle calculer le spectre de l'opérateur hamiltonien. Donc l'ensemble des valeurs que peut prendre cette grandeur. Et on montre alors, après un calcul assez compliqué, que ces grandeurs seront toujours positives si, pour le spin entier, 0, 1, etc., on choisit la méthode XP avec commutateur, et que pour des particules de spin demi-entier, on choisit la méthode avec les anticommutateurs. Voilà le résultat. Et c'est QFD. Spin entier, boson, spin demi-entier, fermion. Et en tout état de cause, ce théorème, que je n'ai fait qu'évoquer ici, explique aussi pourquoi les particules se combinent par des relations symétriques ou antisymétriques, mais pas un mélange des deux. J'avais dit que, a priori, ça aurait pu être possible, mais non, ce théorème dit c'est l'un ou c'est l'autre. Donc voilà pour la théorie. On va parler un peu des applications. Et dans la prochaine vidéo, on verra une application assez importante qui concerne les atomes. Je vous remercie.